qui ont volé les premiers, les ptérosaures avaient conquis le ciel 60 millions d'années avant l'apparition du premier oiseau. Puis ils disparurent, laissant fort peu d'indications sur la façon dont ils vivaient. Les ptérosaures, connus aussi sous le nom de ptérodactyles, n'étaient autres que des reptiles volants, cousins des dinosaures. 65 millions d'années après la disparition du dernier ptérosaure, les scientifiques se demandent encore comment des reptiles ont pu se mettre à voler. Au bord de la mer Niobrara, il y a 85 millions d'années, un jeune ptérosaure déploie ses ailes. Il va effectuer son premier vol. Son envergure de près de 7 mètres lui permet de planer au-dessus des eaux bleues afin d'y traquer sa première proie. Des carcasses d'animaux ont coulé jusqu'au fond des eaux tranquilles de la mer Niobrara. Elles s'y sont fossilisées sans que rien ne soit jamais venu les déranger. Un lit crayeux et poussiéreux est tout ce qu'il reste aujourd'hui de cette mer. Il s'étend du Dakota du Nord jusqu'au Nouveau-Mexique. C'est l'un des rares endroits en Amérique où l'on peut trouver des fossiles de ptérodactyles. Tout comme les dinosaures, les ptérodactyles étaient des reptiles. Ils ressemblaient bien davantage à des lézards qu'à des oiseaux. Et cependant, comme les oiseaux, les ptérodactyles pouvaient voler. Parmi les derniers de ces reptiles volants, on trouve le ptéranodon. Le paléontologue Chris Bennett a passé des milliers d'heures à la recherche de fossiles de ptérosaures prisonniers du calcaire dans le lit de la mer Niobrara. Il y a 85 millions d'années, cet endroit se trouvait au fond de la mer, à environ 200 mètres de profondeur. Il s'étendait de l'océan Arctique jusqu'au golfe du Mexique. La côte la plus proche était à environ 200 km d'ici. Cette mer était très certainement peuplée de grands mosasaures, lézards gigantesques aux mœurs marines. On y trouvait aussi des chéloniens ou tortues de mer et des plésiosaures, sans parler de toutes sortes de poissons. Le ptéranodon survolait ce monde sous-marin à la recherche de nourriture. Prenant chaque jour son essor grâce aux courants aériens, il pouvait planer sur de longues distances. Il battait occasionnellement des ailes pour gagner de l'altitude, comme le font encore beaucoup d'oiseaux de mer. Il scrutait les vagues à la recherche de bancs de poissons et passait certainement la plus grande partie de son temps à se nourrir. Le soir, il se reposait sans doute à la surface de l'eau, comme les albatros que nous connaissons. Au cours des 125 années écoulées, on a déterré ici même 1100 fossiles de ptéranodons. À l'automne de 1870, un éminent paléontologue de l'université de Yale, O.C. Marsh, a exploré cette région. Les membres de son équipe, armés de fusils et de couteaux de chasse, semblaient partir à la conquête de l'Ouest. À l'aube de la paléontologie, les photos constituaient de beaux souvenirs à envoyer à la famille et aux amis restés sagement à la maison, tout comme d'ailleurs les fossiles de ptéranodons. La découverte par Marsh du ptéranodon ouvrit un nouveau chapitre dans l'histoire des ptérosaures. Les ptérosaures n'étaient pas des dinosaures. Les paléontologues pensent qu'ils descendent de petits reptiles à 4 pattes qui vivaient il y a 250 millions d'années. 25 millions d'années plus tard, les ptérosaures avaient appris à voler. Certains pensent qu'ils sont le résultat de 2 mutations successives. On a baptisé les premiers Rhamphorhynchus. Les fossiles découverts nous révèlent qu'ils ne dépassaient pas la taille d'un pigeon. Le Rhamphorhynchus possédait une tête maigre et allongée avec un bec bien pourvu de dents. Il s'en servait probablement pour transpercer le poisson repéré et le sortir de l'eau. Ces premiers ptérosaures possédaient une queue longue et osseuse qui leur servait de stabilisateur, un peu comme sur un cerf-volant.
leur évolution définitive est caractérisée par un super petit doigt. En effet, le quatrième doigt de chaque patte est devenu plus long que leur corps tout entier. Il servait de support à une aile. Les autres doigts, d'une taille normale, portaient des griffes. Les premiers amphorhynchus sont vieux de plus de 200 millions d'années. 50 millions d'années plus tard, ils s'étaient diversifiés en de nombreuses variétés sur toute la surface du globe. Les fossiles retrouvés jusqu'à présent permettent de dire que les amphorhynchus sont apparus il y a 230 millions d'années et ont vécu pendant environ 50 millions d'années. Pour des raisons inconnues, ils ont disparu il y a 180 millions d'années. Une deuxième sorte de ptérosaures, les ptérodactyles, sont venus prendre leur place. Ils se diversifièrent en plusieurs groupes étranges. Les premiers pouvaient se comparer à une grive, mais après quelques millions d'années, certains atteignirent la taille d'un bimoteur, avec une envergure de 35 mètres. Leur poids variait de quelques grammes à 100 kilos. La plupart perdirent leurs dents, mais elles furent remplacées chez certains par des poils très durs qui devaient leur servir à filtrer l'eau pour retenir leur nourriture. Cette nouvelle forme de ptérodactyle conservait une tête couronnée d'une crête magnifique qui pouvait atteindre 2 fois la longueur de leur corps. Les os de la tête étaient devenus très légers et les coups longs et flexibles s'apparentaient à ceux des oiseaux. Leur queue, dont l'utilité en vol avait disparu, se réduisit considérablement. C'est précisément la perte de leur longue queue qui marque un changement important chez les reptiles volants. Sans celle-ci, ils dépendaient beaucoup plus du mouvement des ailes pour pallier les changements de vent. Cela sous-entend une intelligence plus développée que celle des premiers amphorhynchus. Dans l'évolution des espèces, pouvoir voler est sans doute le phénomène qui a demandé les efforts les plus ardus. Les scientifiques définissent 2 stades dans le vol, prendre son essor et battre des ailes. Pour prendre son essor, l'animal utilise les courants aériens et la dépense d'énergie est minime. Comme chez les chauves-souris et les oiseaux, le squelette des ptérosaures supportait de puissants muscles qui contrôlaient leurs ailes immenses. Le paléontologue Bob Baker pense que leur développement musculaire indique que les ptérodactyles possédaient une grande résistance en vol. Si on analyse les membres antérieurs et postérieurs d'un ptérodactyle, ainsi que son sternum, on constate qu'aucun autre animal n'a jamais développé une telle aptitude et une telle puissance pour voler. Pratiquement chaque gramme de chaque muscle est dédié au vol. Battre des ailes demande une grande force musculaire et beaucoup d'énergie. Cela nécessite aussi un métabolisme compliqué et par-dessus tout, un métabolisme à sang chaud. Il faut également faire preuve d'une plus grande intelligence. Certains scientifiques pensent que c'était le cas des ptérosaures. Leur aptitude à voler était servie par un squelette robuste et léger. Kevin Padian, paléontologue à l'université de Berkeley, a particulièrement étudié l'anatomie des ptérosaures et la façon dont ils volaient. Ce qu'on doit savoir sur les os du ptérosaure, c'est que ce sont les plus fins qu'on puisse trouver chez un vertébré. Celui-ci est plat comme une crêpe, on dirait qu'il est passé sous un rouleau compresseur. Cet os provient d'un membre antérieur. Sa paroi est tellement mince qu'on dirait un derdère. Ce que j'appelle un derdère, c'est ce tube de carton qu'on trouve au milieu des rouleaux de serviettes en papier. Ça fait der 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 quand on le déroule. Eh bien, si on aplatissait ce tube en carton, il ressemblerait à cet os. Des parois très minces et rien au milieu, rien sauf de l'air. On pourrait alors logiquement penser que cet os est fragile, mais il n'en est rien. Nous avons vérifié cette hypothèse avec l'aide d'ingénieurs de Stanford. Lors de notre travail en commun, ils nous ont démontré que c'est son grand diamètre qui rendait ce membre particulièrement résistant. Creux au centre, les os du ptérosaure avaient des parois d'une épaisseur suffisante pour résister à l'épreuve physique du vol. Des études ont même démontré qu'ils étaient à 86% plus robustes que des os similaires chez les mammifères. Les scientifiques sont d'accord sur un point, même les plus grands ptérosaures pouvaient voler. Mais comment? Il y a 200 millions d'années, une grande mer recouvrait cette région du sud de l'Allemagne. Des animaux vivant au bord sont parfois tombés dans l'eau. Leurs cadavres se sont ensuite trouvés ensevelis dans des dépôts vaseux. Au fur et à mesure que passaient des millions d'années, ces dépôts se sont transformés en calcaire. Et pendant des siècles, ce calcaire a fourni des tuiles et des pierres de taille. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, quelque chose de surprenant fut extrait de cette carrière.
un fossile étrange et tordu qui avait une tête et un corps de lézard. Ses longs doigts retournés étaient tout à fait bizarres. Ils ressemblaient à ceux d'un dragon. Comme pratiquement tous les fossiles intéressants découverts en ce temps-là, celui-ci atterrit sur le bureau du brillant zoologiste français Georges Cuvier. Après l'avoir examiné, il écrivit « Si ce fossile reprenait vie, il ne ressemblerait à aucun animal connu ». Pour cette époque, qui ignorait tout de l'extinction des espèces, la déclaration de Cuvier était tout simplement révolutionnaire. Commença alors à germer une idée qui servit de base aux théories transformistes. Cuvier baptisa cette étrange créature ptérodactyle, ou aile-doigt. Il était évident pour lui que l'os tellement allongé du dernier doigt avait soutenu une espèce d'aile. D'autres chercheurs essayèrent d'expliquer comment des reptiles primitifs auraient pu acquérir le pouvoir de voler. Ils se mirent d'accord pour annoncer qu'ils volaient, mais à peine, parce que dans le cas contraire, ils existeraient encore. Le paléontologue anglais David Unwin, de l'université de Bristol, s'est penché avec passion sur l'évolution des ptérosaures. Pendant de très nombreuses années, on a été persuadé qu'il volait fort mal. On le croyait tout au plus capable de se jeter du haut des falaises et d'atterrir lourdement sur le sol, puis de recommencer sans fin la même opération. Au début du siècle, un géologue anglais, Seeley, a écrit un livre très populaire intitulé « Dragons dans les airs ». Ayant passé une grande partie de son temps à étudier les ptérodactyles, il était persuadé qu'ils étaient parfaitement adaptés au vol et avaient le sang chaud. Son opinion personnelle ne suscita aucun écho et les ptérodactyles perdirent rapidement l'intérêt qu'ils avaient suscité. De grands savants décidèrent que, les insectes mis à part, la première tentative de voler s'était soldée par un échec. En 1870, le professeur Seeley de Cambridge a publié une magnifique monographie consacrée aux articulations des ptérodactyles. Il y expliquait en détail comment elles fonctionnaient. Il était certain qu'il s'agissait de créatures à sang chaud, comme les oiseaux, qui volaient parfaitement. Mais à partir de 1930, il y a eu un retournement d'opinion. On a recommencé à dire que les ptérodactyles avaient de mauvaises articulations, que leurs ailes étaient faibles, qu'ils arrivaient tout juste à prendre leur essor et que la moindre turbulence dans l'air les déstabilisait complètement. Le vol des ptérosaures dans l'obscurantisme allait encore durer une cinquantaine d'années, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération de scientifiques dépasse la vision hollywoodienne et décide de les étudier d'un œil neuf. Et les ptérosaures passèrent sans transition du rôle de raté de l'évolution à celui de pionnier du vol. On fut vite persuadé que pour la première fois sur Terre, un animal autre qu'un insecte avait développé une aptitude à voler. Les prédécesseurs de ces reptiles ailés apparaissent à peu près à la même époque que les premiers dinosaures, il y a 225 millions d'années. C'est Paul Sereno qui a trouvé certains des plus anciens fossiles jamais découverts. Il a ainsi fait remonter encore plus loin dans le temps l'arbre généalogique des dinosaures et sans doute également celui des ptérosaures. Nous pensons donc que les ptérosaures ne sont pas issus d'une mutation des dinosaures. Ils résultent de l'évolution d'une espèce différente de reptiles, et cela pratiquement à la même époque. C'est-à-dire que si l'on remonte l'arbre généalogique des dinosaures, aussi loin que possible, on n'y trouve aucune trace des ptérosaures. Aucun chercheur ne sait à quoi comparer un ptérosaure. Les seuls autres vertébrés qui peuvent voler sont les oiseaux et les chauves-souris. Depuis le 19e siècle, certains paléontologues croient que les ailes des ptérosaures ressemblent à celles des chauves-souris, c'est-à-dire qu'elles ont l'aspect du cuir et s'étendent le long du corps entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. Ces ailes, attachées à leurs pattes postérieures, leur offrent une grande résistance en vol, mais les embarrassent singulièrement quand elles ont atterri. Elles marchent alors gauchement à quatre pattes en soulevant leurs ailes encombrantes au-dessus du sol. David Unwin fait partie de ceux qui croient que les ailes des ptérosaures étaient similaires. Oui, les ailes semblent avoir été assez analogues à celles des chauves-souris. Et il s'agissait de membranes de peau qui s'étendaient le long du corps jusqu'aux pattes postérieures. Le bord antérieur de l'aile était fixé au bras, et en particulier au quatrième doigt, très allongé. 3 autres petits doigts se terminaient par des griffes. Grâce à son poids léger et à ses grandes ailes, le ptérosaure a dû être un excellent planeur. Sur la terre ferme, il devenait probablement une créature gauche et presque désarmée. Une fois leurs grandes ailes repliées le long du dos, ils devaient se servir de leurs membres postérieurs pour se propulser en avant sur le ventre, tout en prenant appui sur les 3 doigts déployés de leurs membres antérieurs. D'autres scientifiques croient que les ptérosaures n'avaient que 2 pattes et des ailes étroites attachées aux hanches, comme les oiseaux, et que comme eux, ils marchaient sans aucun problème. C'est ce que pense le paléontologue Kevin Papien. Les ptérosaures marchaient comme les oiseaux et comme les dinosaures. Ce qui nous fait dire ça, c'est que leur pelvis et leurs membres postérieurs sont disposés comme ceux des dinosaures et des oiseaux.
Si on observe la cuisse, on constate que la tête du fémur s'emboîte parfaitement dans la cavité, tout à fait comme le nôtre. Alors examinons notre fémur qui possède cette importante articulation à rotule. Si nous le voulions, nous pourrions envoyer nos jambes par là ou marcher comme ça, mais nous ne le faisons pas. Regardons le reste de la jambe. Les ptérosaures et les oiseaux ont ce même fémur avec l'articulation des genoux et un très long tibia. Ils ont aussi une cheville qui fonctionne comme une charnière dans cette direction. Alors ils devaient marcher comme ça, à la façon des oiseaux. Ils prenaient appui sur leurs doigts, légèrement tournés vers l'intérieur, comme ceux des oiseaux et des dinosaures. Ils plaçaient ensuite tout naturellement une patte devant l'autre. Les fossiles ont donc donné lieu à différentes interprétations, mais on n'a trouvé aucune trace assez évidente pour déterminer si les ptérosaures ressemblaient davantage à des oiseaux ou à des chauves-souris. Le paléontologue Chris Bennett estime, lui, que ces comparaisons ne sont pas suffisantes. Je pense effectivement qu'on peut apprendre des tas de choses sur les ptérosaures en les comparant aux animaux volants d'aujourd'hui, c'est-à-dire les oiseaux et les chauves-souris. Mais je demeure persuadé que les ptérosaures étaient aussi différents des oiseaux qu'ils l'étaient des chauves-souris. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les ptérosaures ressemblaient à des ptérosaures. Notre image du ptérosaure s'est modifiée au fur et à mesure de nouvelles découvertes de fossiles, mais la place qu'il occupe dans notre imaginaire n'a jamais perdu son importance. Bob Baker a suivi les traces des ptérosaures selon des méthodes scientifiques, mais également à travers la culture populaire. J'aime les ptérodactyles. Et je sais que beaucoup de gens les aiment aussi. La façon de voir des scientifiques a fait un tour complet. Pour éprouver de grandes émotions à la vue de ptérodactyles, il suffit de regarder un bon film. King Kong, par exemple. La scène où un énorme ptérodactyle noir et très laid s'empare de Fairray. Elle hurle et King Kong la sauve. Mais on a commencé à réaliser aujourd'hui que les ptérodactyles n'étaient ni noirs ni laids. Il ne s'agissait pas de monstres à la vague allure de chauve-souris. La question de la structure des ailes n'est donc pas tranchée et les scientifiques continuent à chercher des indices qui pourraient les éclairer. Il est possible qu'ils trouvent la réponse dans le lit crayeux de l'ancienne mer Niobrara. On y déterre encore des fossiles qui permettent de mettre en place une partie du puzzle constitué par la vie des ptérosaures. Il y a plusieurs dizaines d'années que les paléontologues admettent qu'il y avait deux sortes de ptéranodons. Les fossiles de Niobrara montrent clairement que certains étaient très grands, avec une envergure pouvant dépasser 7 mètres, et une énorme crête couronnait leur tête. D'autres, les plus nombreux, étaient beaucoup plus petits et munis d'une crête modeste. S'agissait-il de deux espèces différentes? Chris Bennett croit avoir résolu le problème. Les grands ptéranodons possédaient d'énormes crêtes qui pouvaient dépasser la longueur de leur corps. Les plus petits avaient des crêtes modestes, mais un bassin plus large. Le fait que la différence entre les deux se résume à la crête, à la taille et au bassin m'a conduit à penser que les plus grands étaient des mâles et les plus petits des femelles. Bennett a déduit de l'analyse des os que la croissance des jeunes ptéranodons était très rapide. Ne dépassant pas quelques centimètres dans l'œuf, ils avaient déjà une envergure de 7 mètres au moment de quitter le nid. Cela signifie qu'ils bénéficiaient d'une attention constante des parents qui devaient les nourrir régulièrement et copieusement de poissons. La grande taille atteinte aussi rapidement par le ptéranodon passionnait les chercheurs, quand une nouvelle trouvaille vint lui faire de l'ombre. On découvrit au Texas, en 1972, un ptérosaure qui mit toute la communauté scientifique en émoi. On baptisa ce géant, d'une envergure de 15 mètres et demi, Quetzalcoatlus, d'après le nom de la divinité précolombienne du Mexique, ce qui signifie serpent-oiseau. Étudié à partir d'un seul os énorme de son aile, Quetzalcoatlus fut l'un des derniers reptiles volants et certainement le plus grand. Il vivait il y a environ 70 millions d'années, dans la période du Crétacé, à la fin de l'époque des dinosaures. Pendant le Crétacé, la région actuelle de Big Bend, au Texas, était une plaine d'inondations où se déversaient plusieurs rivières. Le paysage était surtout constitué d'étendues de sable parsemées de rares forêts.
Le Quetzalcoatlus se nourrissait très certainement de mollusques et de crabes qu'il broyait à l'aide de son bec sans dents. Et il n'est pas exclu qu'à l'image du vautour, il se soit également nourri de cadavres d'animaux noyés. En plein vol, avec son envergure dépassant 15 mètres et un poids pouvant atteindre 100 kg, le Quetzalcoatlus devait ressembler à un avion militaire. La découverte de cet animal volant gigantesque reposa une question restée longtemps en suspens. Est-ce que l'évolution aurait joué un sale tour aux ptérosaures en les rendant trop lourds pour qu'ils puissent continuer à voler? En 1985, Paul McCready, ingénieur aéronautique, s'associa à des scientifiques pour tenter l'impossible. Ils décidèrent de construire une reproduction du plus grand ptérosaure jamais découvert. Cette version moderne du Quetzalcoatlus donnerait une image précise du plus volumineux animal ayant jamais réussi à voler. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il veuille bien décoller. McCready lança sans difficulté ses premiers prototypes qui étaient conçus comme des planeurs. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous. Il observa alors la nature, qui lui offrit la solution évidente. Il fallait que cet ersatz de ptérosaure puisse battre des ailes. Pour remplacer les muscles, il mit au point des moteurs miniaturisés qui permettaient à son robot non seulement de battre des ailes, mais aussi de les orienter, ainsi que sa tête et ses pattes, pour compenser les changements du vent. Mais est-ce que la technologie pouvait vraiment reproduire ce que la nature avait si patiemment sculpté au cours des siècles? À la fin de 1985, Quetzalcoatlus fit ses grands débuts dans la vallée de la mort, en Californie. Et pour la première fois depuis 65 millions d'années, l'ombre d'un ptérosaure balaya la Terre. En fait, la reproduction élaborée par McCready ne pesait qu'un quart du poids du Quetzalcoatlus et ne mesurait que la moitié de sa taille. Elle parvenait cependant à donner une idée très claire de la puissance de vol de cet animal préhistorique. Les ptérosaures ont vécu plus de 150 millions d'années, à la même époque que les dinosaures. Et comme les dinosaures, ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Certains chercheurs ont suggéré que les ptérosaures ont trouvé trop difficile de s'adapter aux vents violents qui firent leur apparition avec les climats plus froids du Tertiaire. Dès la fin du Crétacé, tous les reptiles volants s'éteignirent. Les oiseaux prirent leur place dans le ciel. À l'époque où les ptérodactyles disparurent complètement, ils étaient tous devenus énormes. Ils avaient dépassé la limite supérieure, après laquelle on est menacé d'extinction. Les oiseaux, eux, comptaient des espèces variées de taille petite ou moyenne. Ils ont donc survécu parce qu'ils étaient en dessous du seuil fatidique. Les ptérodactyles, qui étaient tous au-dessus, se sont éteints. Les ptérosaures ne vivent plus que dans l'imaginaire des paléontologues. Mais ce que nous continuons à apprendre sur ces Goliaths de la préhistoire jette quelques lumières sur un monde encore indistinct. Un monde que nous ne pouvons visualiser qu'en laissant s'envoler notre imagination.
Ce qu'on doit savoir sur les os du ptérosaure, c'est que ce sont les plus fins qu'on puisse trouver chez un vertébré. Celui-ci est plat comme une crêpe, on dirait qu'il est passé sous un rouleau compresseur. Cet os provient d'un membre antérieur. Sa paroi est tellement mince qu'on dirait un derdère. Ce que j'appelle un derdère, c'est ce tube de carton qu'on trouve au milieu des rouleaux de serviettes en papier. Ça fait der quand on le déroule. Eh bien, si on aplatissait ce tube en carton, il ressemblerait à cet os. Des parois très minces et rien au milieu, rien sauf de l'air. On pourrait alors logiquement penser que cet os est fragile, mais il n'en est rien. Nous avons vérifié cette hypothèse avec l'aide d'ingénieurs de Stanford. Lors de notre travail en commun, ils nous ont démontré que c'est son grand diamètre qui rendait ce membre particulièrement résistant. Creux au centre, les os du ptérosaure avaient des parois d'une épaisseur suffisante pour résister à l'épreuve physique du vol. Des études ont même démontré qu'ils étaient à 86% plus robustes que des os similaires chez les mammifères. Les scientifiques sont d'accord sur un point, même les plus grands ptérosaures pouvaient voler. Mais comment? Il y a 200 millions d'années, une grande mer recouvrait cette région du sud de l'Allemagne. Des animaux vivant au bord sont parfois tombés dans l'eau. Leurs cadavres se sont ensuite trouvés ensevelis dans des dépôts vaseux. Au fur et à mesure que passaient des millions d'années, ces dépôts se sont transformés en calcaire. Et pendant des siècles, ce calcaire a fourni des tuiles et des pierres de taille. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, quelque chose de surprenant fut extrait de cette carrière. Un fossile étrange et tordu qui avait une tête et un corps de lézard. Ses longs doigts retournés étaient tout à fait bizarres. Ils ressemblaient à ceux d'un dragon. Comme pratiquement tous les fossiles intéressants découverts en ce temps-là, celui-ci atterrit sur le bureau du brillant zoologiste français Georges Cuvier. Après l'avoir examiné, il écrivit « Si ce fossile reprenait vie, il ne ressemblerait à aucun animal connu. » Pour cette époque, qui ignorait tout de l'extinction des espèces, la déclaration de Cuvier était tout simplement révolutionnaire. Commença alors à germer une idée qui servit de base aux théories transformistes. Cuvier baptisa cette étrange créature ptérodactyle, ou aile-doigt. Il était évident pour lui que l'os tellement allongé du dernier doigt avait soutenu une espèce d'aile. D'autres chercheurs essayèrent d'expliquer comment des reptiles primitifs auraient pu acquérir le pouvoir de voler. Ils se mirent d'accord pour annoncer qu'ils volaient, mais à peine, parce que dans le cas contraire, ils existeraient encore. Le paléontologue anglais David Unwin, du brillant zoologiste français Georges Cuvier. Après l'avoir examiné, il écrivit « Si ce fossile reprenait vie, il ne ressemblerait à aucun animal connu. » Pour cette époque, qui ignorait tout de l'extinction des espèces, la déclaration de Cuvier était tout simplement révolutionnaire. Commença alors à germer une idée qui servit de base aux théories transformistes. Cuvier baptisa cette étrange créature ptérodactyle, ou aile-doigt. Il était évident pour lui que l'os tellement allongé du dernier doigt avait soutenu une espèce d'aile. D'autres chercheurs essayèrent d'expliquer comment des reptiles primitifs auraient pu acquérir le pouvoir de voler. Ils se mirent d'accord pour annoncer qu'ils volaient, mais à peine, parce que dans le cas contraire, ils existeraient encore. Le paléontologue anglais David Unwin, de l'université de Bristol, s'est penché avec passion sur l'évolution des ptérosaures. Pendant de très nombreuses années, on a été persuadé qu'il volait fort mal. On le croyait tout au plus capable de se jeter du haut des falaises et d'atterrir lourdement sur le sol, puis de recommencer sans fin la même opération. Au début du siècle, un géologue anglais, Seeley, a écrit un livre très populaire intitulé « Dragons dans les airs ». Ayant passé une grande partie de son temps à étudier les ptérodactyles, il était persuadé qu'ils étaient parfaitement adaptés au vol et avaient le sang chaud. Son opinion personnelle ne suscita aucun écho et les ptérodactyles perdirent rapidement l'intérêt qu'ils avaient suscité. De grands savants décidèrent que, les insectes mis à part, la première tentative de voler s'était soldée par un échec. En 1870, le professeur Seeley de Cambridge a publié une magnifique monographie consacrée aux articulations des ptérodactyles. Il y expliquait en détail comment elles fonctionnaient. Il était certain qu'il s'agissait de créatures à sang chaud, comme les oiseaux, qui volaient parfaitement. Mais à partir de 1930, il y a eu un retournement d'opinion. On a recommencé à dire que les ptérodactyles avaient de mauvaises articulations, que leurs ailes étaient faibles, qu'ils arrivaient tout juste à prendre leur essor et que la moindre turbulence dans l'air les déstabilisait complètement.
Le vol des ptérosaures dans l'obscurantisme allait encore durer une cinquantaine d'années, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération de scientifiques dépasse la vision hollywoodienne et décide de les étudier d'un œil neuf. Et les ptérosaures passèrent sans transition du rôle de raté de l'évolution à celui de pionnier du vol. On fut vite persuadé que pour la première fois sur Terre, un animal autre qu'un insecte avait développé une aptitude à voler. Les prédécesseurs de ces reptiles ailés apparaissent à peu près à la même époque que les premiers dinosaures, il y a 225 millions d'années. C'est Paul Sereno qui a trouvé certains des plus anciens fossiles jamais découverts. Il a ainsi fait remonter encore plus loin dans le temps l'arbre généalogique des dinosaures et sans doute également celui des ptérosaures. Nous pensons donc que les ptérosaures ne sont pas issus d'une mutation des dinosaures. Ils résultent de l'évolution d'une espèce différente de reptiles, et cela pratiquement à la même époque. C'est-à-dire que si l'on remonte... On découvrit au Texas, en 1972, un ptérosaure qui mit toute la communauté scientifique en émoi. On baptisa ce géant, d'une envergure de 15 mètres et demi, Quetzalcoatlus, d'après le nom de la divinité précolombienne du Mexique, ce qui signifie serpent-oiseau. Étudié à partir d'un seul os énorme de son aile, Quetzalcoatlus fut l'un des derniers reptiles volants et certainement le plus grand. Il vivait il y a environ 70 millions d'années, dans la période du Crétacé, à la fin de l'époque des dinosaures. Pendant le Crétacé, la région actuelle de Big Bend, au Texas, était une plaine d'inondations où se déversaient plusieurs rivières. Le paysage était surtout constitué d'étendues de sable parsemées de rares forêts. Le Quetzalcoatlus se nourrissait très certainement de mollusques et de crabes qu'il broyait à l'aide de son bec sans dents. Et il n'est pas exclu qu'à l'image du vautour, il se soit également nourri de cadavres d'animaux noyés. En plein vol, avec son envergure dépassant 15 mètres et un poids pouvant atteindre 100 kg, le Quetzalcoatlus devait ressembler à un avion militaire. La découverte de cet animal volant gigantesque reposa une question restée longtemps en suspens. Est-ce que l'évolution aurait joué un sale tour aux ptérosaures en les rendant trop lourds pour qu'ils puissent continuer à voler? En 1985, Paul McCready, ingénieur aéronautique, s'associa à des scientifiques pour tenter l'impossible. Ils décidèrent de construire une reproduction du plus grand ptérosaure jamais découvert. Cette version moderne du Quetzalcoatlus donnerait une image précise du plus volumineux animal ayant jamais réussi à voler. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il veuille bien décoller. McCready lança sans difficulté ses premiers prototypes qui étaient conçus comme des planeurs. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous. Il observa alors la nature, qui lui offrit la solution évidente. Il fallait que cet ersatz de ptérosaure puisse battre des ailes. Pour remplacer les muscles, il mit au point des moteurs miniaturisés qui permettaient à son robot non seulement de battre des ailes, mais aussi de les orienter, ainsi que sa tête et ses pattes, pour compenser les changements du vent. Mais est-ce que la technologie pouvait vraiment reproduire ce que la nature avait si patiemment sculpté au cours des siècles? À la fin de 1985, Quetzalcoatlus fit ses grands débuts dans la vallée de la mort, en Californie. Et pour la première fois depuis, apparaissent à peu près à la même époque que les premiers dinosaures, il y a 225 millions d'années. C'est Paul Sereno qui a trouvé certains des plus anciens fossiles jamais découverts. Il a ainsi fait remonter encore plus loin dans le temps l'arbre généalogique des dinosaures et sans doute également celui des ptérosaures. Nous pensons donc que les ptérosaures ne sont pas issus d'une mutation des dinosaures. Ils résultent de l'évolution d'une espèce différente de reptiles, et cela pratiquement à la même époque. C'est-à-dire que si l'on remonte l'arbre généalogique des dinosaures, aussi loin que possible, on n'y trouve aucune trace des ptérosaures. Aucun chercheur ne sait à quoi comparer un ptérosaure. Les seuls autres vertébrés qui peuvent voler sont les oiseaux et les chauves-souris. Depuis le 19e siècle, certains paléontologues croient que les ailes des ptérosaures ressemblent à celles des chauves-souris, c'est-à-dire qu'elles ont l'aspect du cuir et s'étendent le long du corps entre les membres antérieurs et les membres postérieurs.
Ces ailes, attachées à leurs pattes postérieures, leur offrent une grande résistance en vol, mais les embarrassent singulièrement quand elles ont atterri. Elles marchent alors gauchement à quatre pattes en soulevant leurs ailes encombrantes au-dessus du sol. David Unwin fait partie de ceux qui croient que les ailes des ptérosaures étaient similaires. Oui, les ailes semblent avoir été assez analogues à celles des chauves-souris. Et il s'agissait de membranes de peau qui s'étendaient le long du corps jusqu'aux pattes postérieures. Le bord antérieur de l'aile était fixé au bras, et en particulier au quatrième doigt, très allongé. 3 autres petits doigts se terminaient par des griffes. Grâce à son poids léger et à ses grandes ailes, le ptérosaure a dû être un excellent planeur. Sur la terre ferme, il devenait probablement une créature gauche et presque désarmée. Une fois leurs grandes ailes repliées le long du dos, ils devaient se servir de leurs membres postérieurs pour se propulser en avant sur le ventre, tout en prenant appui sur les 3 doigts déployés de leurs membres antérieurs. D'autres scientifiques croient que les ptérosaures n'avaient que 2 pattes et des ailes étroites attachées aux hanches, comme les oiseaux, et que comme eux, ils marchaient sans aucun problème. C'est ce que pense le paléontologue Kevin Papien. Les ptérosaures marchaient comme les oiseaux et comme les dinosaures. Ce qui nous fait dire ça, c'est que leur pelvis et leurs membres postérieurs sont disposés comme ceux des dinosaures et des oiseaux. Si on observe la cuisse, on constate que la tête du fémur s'emboîte parfaitement dans la cavité, tout à fait comme le nôtre. Alors examinons notre fémur qui possède cette importante articulation à rotule. Si nous le voulions, nous pourrions envoyer nos jambes par là ou marcher comme ça, mais nous ne le faisons pas. Regardons le reste de la jambe. Les ptérosaures et les oiseaux ont ce même fémur avec l'articulation des genoux et un très long tibia. Ils ont aussi une cheville qui fonctionne comme une charnière dans cette direction. Alors ils devaient marcher comme ça, à la façon des oiseaux. Ils prenaient appui sur leurs doigts, légèrement tournés vers l'intérieur, comme ceux des oiseaux et des dinosaures. Ils plaçaient ensuite tout naturellement une patte devant l'autre. Les fossiles ont donc donné lieu à différentes interprétations, mais on n'a trouvé aucune trace assez évidente pour déterminer si les ptérosaures ressemblaient davantage à des oiseaux filtraient l'eau pour retenir leur nourriture. Cette nouvelle forme de ptérodactyle conservait une tête couronnée d'une crête magnifique qui pouvait atteindre 2 fois la longueur de leur corps. Les os de la tête étaient devenus très légers et les coups longs et flexibles s'apparentaient à ceux des oiseaux. Leur queue, dont l'utilité en vol avait disparu, se réduisit considérablement. C'est précisément la perte de leur longue queue qui marque un changement important chez les reptiles volants. Sans celle-ci, ils dépendaient beaucoup plus du mouvement des ailes pour pallier les changements de vent. Cela sous-entend une intelligence plus développée que celle des premiers Rhamphorhynchus. Dans l'évolution des espèces, pouvoir voler est sans doute le phénomène qui a demandé les efforts les plus ardus. Les scientifiques définissent 2 stades dans le vol, prendre son essor et battre des ailes. Pour prendre son essor, l'animal utilise les courants aériens et la dépense d'énergie est minime. Comme chez les chauves-souris et les oiseaux, le squelette des ptérosaures supportait de puissants muscles qui contrôlaient leurs ailes immenses. Le paléontologue Bob Baker pense que leur développement musculaire indique que les ptérodactyles possédaient une grande résistance en vol. Si on analyse les membres antérieurs et postérieurs d'un ptérodactyle, ainsi que son sternum, on constate qu'aucun autre animal n'a jamais développé une telle aptitude et une telle puissance pour voler. Pratiquement chaque gramme de chaque muscle est dédié au vol. Battre des ailes demande une grande force musculaire et beaucoup d'énergie. Cela nécessite aussi un métabolisme compliqué et par-dessus tout, un métabolisme à sang chaud. Il faut également faire preuve d'une plus grande intelligence. Certains scientifiques pensent que c'était le cas des ptérosaures. Leur aptitude à voler était servie par un squelette robuste et léger. Kevin Papien, paléontologue à l'université de Berkeley, a particulièrement étudié l'anatomie des ptérosaures et la façon dont ils volaient. Ce qu'on doit savoir sur les os du ptérosaure, c'est que ce sont les plus fins qu'on puisse trouver chez un vertébré. Celui-ci est plat comme une crêpe, on dirait qu'il est passé sous un rouleau compresseur. Cet os provient d'un membre antérieur. Sa paroi est tellement mince qu'on dirait un derdère. Ce que j'appelle un derdère, c'est ce tube de carton qu'on trouve au milieu des rouleaux de serviettes en papier. Ça fait der quand on le déroule. Eh bien, si on aplatissait ce tube en carton, il ressemblerait à cet os. Des parois très minces et rien au milieu, rien sauf de l'air. On pourrait alors logiquement penser que cet os est fragile, mais il n'en est rien. Nous avons vérifié cette hypothèse avec l'aide d'ingénieurs de Stanford. Lors de notre travail en commun, ils nous ont démontré que c'est son grand diamètre qui rendait ce membre particulièrement résistant. Creux au centre,
Les os du ptérosaure avaient des parois d'une épaisseur suffisante, le résultat de 2 mutations successives. On a baptisé les premiers Rhamphorhynchus. Les fossiles découverts nous révèlent qu'ils ne dépassaient pas la taille d'un pigeon. Le Rhamphorhynchus possédait une tête maigre et allongée avec un bec bien pourvu de dents. Il s'en servait probablement pour transpercer le poisson repéré et le sortir de l'eau. Ces premiers ptérosaures possédaient une queue longue et osseuse qui leur servait de stabilisateur, un peu comme sur un cerf-volant. Leur évolution définitive est caractérisée par un super petit doigt. En effet, le 4e doigt de chaque patte est devenu plus long que leur corps tout entier. Il servait de support à une aile. Les autres doigts, d'une taille normale, portaient des griffes. Les premiers Rhamphorhynchus sont vieux de plus de 200 millions d'années. 50 millions d'années plus tard, ils s'étaient diversifiés en de nombreuses variétés sur toute la surface du globe. Les fossiles retrouvés jusqu'à présent permettent de dire que les Rhamphorhynchus sont apparus il y a 230 millions d'années et ont vécu pendant environ 50 millions d'années. Pour des raisons inconnues, ils ont disparu il y a 180 millions d'années. Une deuxième sorte de ptérosaures, les ptérodactyles, sont venus prendre leur place. Ils se diversifièrent en plusieurs groupes étranges. Les premiers pouvaient se comparer à une grive, mais après quelques millions d'années, certains atteignirent la taille d'un bimoteur, avec une envergure de 35 mètres. Leur poids variait de quelques grammes à 100 kilos. La plupart perdirent leurs dents, mais elles furent remplacées chez certains par des poils très durs qui devaient leur servir à filtrer l'eau pour retenir leur nourriture. Cette nouvelle forme de ptérodactyle conservait une tête couronnée d'une crête magnifique qui pouvait atteindre 2 fois la longueur de leur corps. Les os de la tête étaient devenus très légers et les coups longs et flexibles s'apparentaient à ceux des oiseaux. Leur queue, dont l'utilité en vol avait disparu, se réduisit considérablement. C'est précisément la perte de leur longue queue qui marque un changement important chez les reptiles volants. Sans celle-ci, ils dépendaient beaucoup plus du mouvement des ailes pour pallier les changements de vent. Cela sous-entend une intelligence plus développée que celle des premiers Rhamphorhynchus. Dans l'évolution des espèces, pouvoir voler est sans doute le phénomène qui a demandé les efforts les plus ardus. Les scientifiques définissent 2 stades dans le vol, prendre son essor et battre des ailes. Pour prendre son essor, l'animal utilise les courants aériens et la dépense d'énergie est minime. Comme chez les chauves-souris et les oiseaux, le squelette des ptérosaures supportait de puissants muscles qui contrôlaient leurs ailes immenses. Le paléontologue Bob Baker pense que leur développement musculaire indique que les ptérodactyles possédaient une grande résistance en vol. Si on analyse les membres antérieurs et postérieurs d'un ptérodactyle, ainsi que son sternum, on constate qu'aucun autre animal n'a jamais développé une telle aptitude et une telle puissance pour voler. Pratiquement chaque gramme de chaque muscle est dédié au